quelle couverture? C'est un assemblage? Couverture lait. Couverture lait, d'accord. Bien, Evan, formateur, on peut l'applaudir, hein, notre formateur en chocolaterie au CFA Nicolas Albado depuis maintenant 5 ans. D'accord, très bien, comment ça se passe? Très bien, sinon je serais plus là. Ok, un peu ton parcours quand même avant d'être formateur, tu as fait quoi? Alors avant ça j'étais mon tour de France au sein des compagnies de bois, jusqu'à devenir compagnon. J'ai voyagé partout dans la France et à l'étranger. Après avoir terminé mon parcours compagnonique, je suis cimentariste sur Nîmes, où j'ai été chef de production pendant quelques années. Je suis parti après à Saint-Jo à l'ENSP, l'École nationale supérieure de pâtisserie, où j'ai été chef assistant des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde et en même temps parallèle d'être formateur pour après intégrer le CFA de 7. Tu parcours, c'est pas mal, hein? Très bien, et dans cette façon, et du coup, et ça s'est déclenché comment cette envie de dire tiens, je vais apprendre aux jeunes? Alors en fait, j'ai toujours été intéressé par l'alimentaire. Après, la passion n'était pas là au début, c'est les compagnons qui m'ont transmise, le côté dépassement de soi-même, l'amour du métier. Et durant tout mon parcours compagnonique, j'ai appris à en fait, m'exploiter professionnellement, prendre plaisir dans mon travail. Et c'est au fur et à mesure des années, à travers des concours, à travers des entraînements, que le compagnonnage me pousse à me développer. Donc j'ai appris à aimer, on va dire, le dépassement dans mon métier, la perfection, et maintenant retransmettre cette même amour du métier au quotidien. Très bien, mais il y a un côté un peu pédagogique. Est-ce qu'il y a une formation pour ça ou c'est devenu naturel? C'est devenu naturel à travers les gens qui m'ont entouré. Durant mon parcours compagnonique, j'ai été entouré de compagnons qui m'ont transmis leur métier. Et en fait, à la base, je suis venu pour apprendre des compétences tout au début. Et finalement, en fait, j'y ai appris une philosophie de vie que moi-même, aujourd'hui, je rayonne et j'essaie de transmettre aux apprentis, encore au sein des compagnons. Autour de moi, j'essaie de rayonner cette même passion, cette même envie quotidienne à travers mon métier et à travers justement les gens qui m'entourent. Alors, sur le salon, il est non seulement faire des petits ateliers, mais en même temps, il crée un cours spécialement pour le salon, qu'on le sache aussi, qu'on se le dise. C'est pour ça que si vous revenez les prochaines années, eh bien, vous retrouverez des nouvelles créations de bonbons au chocolat. Et c'est en plus quelque chose qui vous tient à cœur. Exactement, non, bien sûr, partager ça avec vous, avec le public du Salon de Hack, qui est toujours très plaisant. Donc, vous faire plaisir à travers des nouveaux produits, à travers les produits que les apprentis ont fabriqués, et surtout avoir des retours pour continuer de s'améliorer d'année en année. Très bien. Bon, je te laisse le micro, tu expliques un petit peu ce qui va se passer. Alors, très bien, alors pour le moment, nos apprentis sont en train de tout se mettre au point. Donc, vous allez avoir deux préparations. Une première, c'est un bonbon qu'on appelle des rinettes. C'est un petit bonbon à base de praliné qui a une finition comme pour les millefeuilles. Donc rayé sur le dessus. Donc un bonbon à base de praliné, d'amandes effilées, d'une couverture chocolat lait. Étant donné que les bonbons de chocolat se font normalement dans des conditions entre 16 et 20 degrés, c'est les températures d'un laboratoire. On n'est pas forcément, on va dire, équipé aujourd'hui avec ces températures, donc on va travailler en deux temps. Premier temps, les apprentis vont réaliser la masse des rinettes. On va les mettre dans la chambre froide pour gagner un peu de temps. En parallèle, ils vont vous faire une démonstration sur des trucs au chocolat. Vous montrer l'enrobage des trucs. Pour ça, on a dû réaliser la ganache en amont. Le temps que les trucs sont réalisés, la masse de praliné va finir de tirer. Dès que les trucs sont terminés, on reprend les rinettes, on vous fait la finition, on détaille le tout et on vous fait déguster. Donc ça sera deux bonbons à déguster, un à base de praliné et un à base de chocolat noir. En général, il y a un truc qui se passe, parce que quand on dit le mot déguster, on entend j'ai pas entendu, vas-y. Voilà, merci. Bon, c'est important, hein, parce qu'ils travaillent pour vous quand même, donc il faut les encourager. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Oui, c'est quand même important tout ça. Alors, il va un petit peu slalomer entre ce qui se passe en cuisine. En attendant, tiens, ça va déjà très bien. Donc là, comme je dis, les apprentis sont en train de poser les amandes effilées, la couverture qui est au point. Pour stabiliser la masse, pour effectivement qu'elle ait une texture assez malléable et qu'on puisse la transporter et la manger, on y rajoute un peu de beurre de cacao. Donc le beurre de cacao, c'est quoi? C'est tout simplement le beurre qui contient le chocolat, donc la fève de cacao à la base. Donc on arrive à extraire ce beurre de cacao quand on vient presser cette pâte de cacao. Et nous, chocolatiers, on s'en sert énormément pour venir stabiliser nos couvertures. Ça nous évite de devoir prendre du beurre laitier. Donc en termes de conservation, on a une conservation qui est quand même beaucoup plus longue. L'avantage, il n'y a pas de lactose, c'est un beurre qui est relativement intéressant pour nous, chocolatiers.
Donc là, le mélange, c'est assez simple. C'est on mélange la couverture, des amandes effilées, du praliné et un peu de beurre de cacao stabilisé. Et on étale le tout dans le cadre que les apprentis vont tirer. Et après, derrière, on laisse un peu cristalliser. Normalement, on fait la cristallisation à 15 degrés. Là, étant donné que la dégustation, vous la voulez maintenant et pas demain, on va la faire tirer un petit peu au frigo à 4 degrés. Et en parallèle, comme je vous ai dit, pour la fabrication de trucs juste à côté. Et c'est les personnes qui travaillent un peu dans le chocolat à la maison, les pas trop. Vous allez chez le chocolatier. Ouais. C'est plus simple, hein. Très bien. Alors, moi, je vous donne une petite astuce, si vous faites la prochaine fois, peut-être un gâteau au chocolat, quand même, hein, ça va. Si vous voulez faire un petit décor, si vous êtes avec des enfants, il y a une texture qu'on peut travailler, c'est le choco-plastique. Donc, c'est des pistoles que vous pouvez faire fondre et on va ajouter du fondant et du glucose. Du fondant et du glucose, donc on va mettre juste chocolat et glucose. Bon, le glucose, on peut en trouver quand même dans un magasin spécialisé. Et ça vous permet de faire, on va dire, une masse qu'on appelle le choco-plastique. Et cette texture, donc une fois que ça sera préparé, il faudra la laisser un certain temps au réfrigérateur. Vous pouvez regarder sur internet comment faire du choco-plastique. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après cette texture, eh bien, ça ressemble un peu à la pâte à modeler. Donc du coup, avec les enfants, on peut faire des aliments, on peut faire des personnages, on va mettre ça sur le gâteau au chocolat pour le manger. Alors bon, comme il y a un taux de glucose plus important, forcément ça sera un petit peu plus sucré, mais bon, c'est pour passer un petit moment sympathique avec des enfants. Donc là voilà, le mélange est terminé, donc maintenant il ne reste plus qu'à le couler en cadre et venir le laisser tirer. Donc pour pouvoir avoir la taille et l'épaisseur de nos bonbons de chocolat, le chocolatier dispose de ce qu'on appelle des réglettes à fondant. Donc c'est des réglettes d'une épaisseur bien particulière, là en l'occurrence on est sur du 1 cm. Après on peut monter 0,5, 2, et on vient adapter en fait l'épaisseur de notre ganache à travers ces réglettes. Donc là vous allez voir le travail des chocolatiers qui va être de couler cette masse dans le cadre et venir tirer jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. La particularité de cette recette pour la finition, ça va être le rayage dessus qui va se faire avec les deux mises au point. Donc une couverture lait et une couverture noire. Donc pour ça, il faut que les couvertures soient stabilisées. Vous avez peut-être déjà tous eu des chocolats, des sujets de chocolat pour Noël, pour Pâques. Vous avez essayé un petit peu au soleil et vous apercevez qu'après, il y a plein de reflets blancs qui apparaissent. Ne vous inquiétez pas, le chocolat n'est pas périmé. Au contraire, le chocolat ne périmera jamais. On va juste perdre en pouvoir aromatique dans le temps. Mais pour ça, il faut vraiment des années et des années. Donc s'il a blanchi, c'est simplement que les molécules que contiennent le beurre de cacao se sont déstabilisées. Donc c'est là où tout l'art du chocolatier intervient. Ça va être de stabiliser ces molécules pour avoir le chocolat brillant, cassant et croquant. Donc pour cela, il faut monter la couverture à une certaine température pour venir déstabiliser l'ensemble de ces molécules. Ensuite, on vient le faire refroidir à une certaine température pour stabiliser les premières molécules. Et on remonte à la température d'utilisation, cristallisation, pour avoir la stabilisation totale de toutes ces molécules. Généralement, quand le blanchiment apparaît, c'est juste que les molécules sont plus stables en un seul bloc, mais juste dispersées. Donc les températures ne sont pas les mêmes. Pour le noir, on va le faire chauffer aux alentours de 50-55 degrés. On le redescend aux alentours de 28-29 degrés pour le remonter à 31-32. Pour le lait, on est un petit peu plus bas. Donc on va être à 45-50 pour la chauffe, ou pour la fonte. On va redescendre pour le tempérage à 27-28 degrés. Et ensuite, on remonte à 30-31 pour le stabiliser. Si on respecte ces courbes-là, on aura toujours un chocolat qui est stable. C'est pourquoi le chocolatier travaille toujours dans un environnement entre 15 et 20 degrés, mais surtout avec une hygrométrie maximum de 65. L'idéal, c'est entre 30 et 40%. L'humidité dans l'air peut influencer sur la brillance. Et tous ces paramètres, le chocolatier doit prendre en compte et trouver des solutions. Quand on est sur des salons, quand il fait un peu plus chaud, c'est l'adaptation du professionnel qui intervient. Un pâtissier, un chocolatier devra toujours s'adapter aux situations et trouver les moyens pour pallier à ces petits inconvénients. Donc là, je vais leur mettre la masse au frais. Donc, on a un petit cadre bien réalisé.
Et là maintenant, en parallèle, elle va vous montrer la démonstration de truffes. Donc c'est une ganache au chocolat. Donc une ganache est un mélange de crème avec des couvertures. Pour cette recette-là, on a fait un mélange de couverture entre du lait et du noir. Donc une couverture noire à 70% de masse cacaotée et une couverture lait à 41% de masse cacaotée. Ce qui nous fait un équilibre en termes de pouvoir aromatique cacaoté intéressante, mais surtout en termes de texture. Étant donné que le chocolat noir a plus de beurre de cacao dans sa composition, la cristallisation ne sera pas la même. Donc si on veut avoir une texture qui soit tendre et fondante en bouche, le chocolatier va venir faire un assemblage de plusieurs couvertures, lait, noir, pour obtenir la texture désirée. Donc pour ces trucs-là, voilà, couverture noire 70, lait 41, crème, on les a cadrés, épaisseur de 2 cm, et maintenant on vient les enrober de couverture au chocolat noir, et après trempé dans le cacao. Le nom des couvertures, comme on les appelle, c'est vis-à-vis, on va dire, de la composition du chocolat. Les chocolats de couverture sont utilisés pour venir enrober le bonbon au chocolat. Ça va avoir plusieurs impacts. La première, c'est le visuel, la brillance. Ensuite, surtout, le côté imperméabilisation de la ganache. Si la ganache est à l'air libre, elle peut s'oxyder, elle durera moins longtemps. Un chocolatier, lui, doit créer un bonbon qui puisse être mangé quand même sur une certaine durée. C'est pas comme une pâtisserie où 48 heures après, la pâtisserie n'est plus consommable. Le chocolat, on essaye d'avoir des durées de vie de minimum 3 semaines, si ce n'est plus. Donc la seule manière qu'on a de faire ça, c'est de venir emprisonner un maximum l'air et éviter qu'elle vienne avoir une incidence sur la ganache. Par contre, bien évidemment, dans ces périodes où on se rapproche de plus en plus des fêtes, eh bien, il y a un renouvellement très régulier des productions par les chocolatiers pour justement vous apporter toujours la fraîcheur. D'ailleurs, si vous faites des achats, j'espère, sur le salon pour valoriser le travail de tous ces chocolatiers, eh bien, il y aura peut-être des références qui seront en rupture de stock. Et oui, parce qu'ils produisent des questions. Très bien. On parlait de chocolat stable, ça veut dire que stable, il faut qu'il reste sur la température. Ils ont fait la courbe de température, mais il faut qu'elle reste toujours stable à cette température pour garder les molécules ensemble pour que ça soit toujours brillant. Donc voilà, si jamais à un moment donné, parce qu'on là on n'est pas dans le laboratoire, dans le laboratoire ils ont une tempéreuse. La tempéreuse, ça permet de garder le chocolat qui a été travaillé toujours à la même température. Et là on peut enchaîner, de faire des bonbons au chocolat, etc. Sur le salon, là ils n'ont pas pris de tempéreuse, il va falloir régulièrement rester sur cette courbe et surtout rester, comme il a dit tout à l'heure, à environ 30-31 degrés. Ouais. C'est ça, je me dis si je me trompe. Hein. Je sais pas, ah, tu t'es dit, c'est pas grave. Ah, tu n'as pas entendu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Très bien. Bon, qui fait un petit peu des gâteaux à la maison? Qui fait les tapisseries? Toi, tu fais des gâteaux? Qu'est-ce que tu fais? Des gâteaux. Voilà, je suis des gâteaux. Qui fait des pâtisseries à la maison? Ah, oh là, j'ai l'impression qu'il y en a tous qui les mangent. Hein. Là, ils ne font pas des mangent. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Pâtisserie aussi? D'accord. Les crêpes, bah oui, c'est bon aussi. Alors, on fait des crêpes juste à côté avec de la farine de châtaigne. Ah oui. Et alors, on a une productrice. Alors, comment on appelle ça, la productrice de châtaigne? Ah, comment on appelle ça? J'entends des castagnettes. On me dit castagnette. Comment ça s'appelle une productrice de châtaigne? On en apprend déjà sur les salons. Ça s'appelle une castanéicultrice. Castanéicultrice. Oléicultrice, c'est quoi? Oléicultrice. Olive. Voilà. Donc là, c'est une châtaigne, castagne. La châtaigne, c'est castagne. Castanéicultrice. Voilà. Et donc, il n'y a pas marqué crêpe de marron, mais confiture de marron, c'est pareil. Et il y a moins de sucre. En fait, voilà, ils ont voulu un petit peu, comme ils sont dans les Cévennes, les mecs qui sont dans l'Ardèche. L'Ardèche, on parle plus commercialement de crème de marron, et dans les Cévennes, de confiture de châtaigne. Voilà, pour faire un petit peu, voilà. Pour ne pas mélanger les deux régions, les deux départements. Mais bon, par contre, c'est un produit qui est médaillé, médaille d'or au concours agricole à Paris.
Je pense que c'est pas mal. Si vous aimez la crêpe des marrons, moi j'adore. Et là, en général, je pars, quand le salon est fini, je pars avec plusieurs pots. Hein, c'est tellement bon. On y revient, forcément. Donc, qu'est-ce que t'as dit qui puisse? Alors, il n'y en a pas trop hein, qui font de pâtisserie, donc il n'y en a pas trop qui font des meringues. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des meringues? Décidément, vous êtes venus pour faire une razzia sur le salon. Alors, ouais, c'est ça, on prend tous les gâteaux. Il y a aussi des fougasses dégueulantes, vous avez vu? Des fougasses, c'est bon. Hein. Bien, alors, des meringues, il y en a combien? Oui, mais bon, il ne faut pas de gâteau, c'est compliqué. Hein. Combien, à votre avis, il y a combien de recettes de meringues? De meringues, oui. Bonne réponse. Mais alors, quelles sont-elles? Je vais me le dire, les connus, il y en a 3. Bonjour, c'est comment votre prénom? Bonjour Yvette, ça va? Vous venez d'où? De Béziers. Très bien. Yvette de Béziers qui va nous raconter les meringues. Ça va aller, détendez-vous. La meringue de Suisse. Alors, bien, meringue, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, on fait un bain-marie, on monte les blancs d'œufs, on fait un bain-marie, et on incorpore les sucres dessus. D'accord, c'est ça? Après, il y a laquelle? J'ai les recettes à la maison. Hein. C'est pas grave. Après, il y a la meringue française. Là, c'est juste les blancs et on met les sucres là à froid. Et puis, la troisième, je ne sais plus. Alors, l'italienne, oui, l'italienne. Alors, celle-là, c'est quoi? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais le sucre. Oui, mais les sucres, c'est quoi? C'est un sucre cuit. C'est un sucre cuit. D'accord, très bien. Bon, on est pas mal. Alors, je vais faire. Alors, comment je pose des questions, je fais des jeux. Il y a des cadeaux. Vous faites peut-être un gâteau au chocolat. Yvette, c'est Yvette, hein, c'est ça? Ah, c'est tout. Bon, c'est parfait. C'est du 72% KOK. Alors, on trouve ces tablettes. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, KOK, c'est un cacao feuillé et ils fournissent des chocolatiers au niveau des pistoles de la couverture. Et dans les magasins bio, vous avez des tablettes KOK qui sont distribuées. Donc, dans les magasins bio, ils ont une dizaine de références. Et à choisir, quand vous regardez la composition, c'est pâte de cacao, pur beurre de cacao, et puis il y a un peu de sucre, et c'est tout. Donc ça c'est important, et c'est très bon pour la santé. Je ne sais pas si vous avez appris aussi que le professeur Joyeux, qui travaille à Montpellier, a écrit un livre sur les bienfaits du chocolat pour la santé. C'est pour ça qu'il y a chocolat et chocolat. Et ici, vous êtes au bon endroit parce que c'est que du chocolat pur beurre de cacao. Alors, on en est où? Est-ce que vous avez envie après de déguster? Ah, non, ça va. Là, on est sur la finition des trucs. Alors, la particularité, comme dit, à prendre en compte, c'est que le chocolat met un petit peu de temps à cristalliser. Donc, même si on vient de faire un enrobage de cacao en poudre, il faut quand même prendre en compte que pour avoir le produit le plus, on va dire, optimal en termes de finition, c'est justement de laisser cette couverture cristalliser gentiment dans le cacao en poudre, et ensuite venir le tamiser pour retirer l'excédent. Étant donné qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes tous impatients et impatients de goûter, on va un petit peu passer certaines étapes, et donc on va les enrober très rapidement pour pouvoir vous faire déguster ces mets très très rapidement. Et du coup, on dit, ah, oui. Bon, ça va, ça suit, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, juste deux petits rappels pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Chocolat, un peu la même démarche que le vin, si vous voulez faire apprécier du bon chocolat à vos amis. Vous n'achetez pas à 14 degrés quand vous achetez du vin, vous choisissez un terroir. Choisissez un terroir aussi pour le chocolat. Alors le terroir du chocolat, ce sont les pays producteurs. Équateur, Sao Tomé, République dominicaine. Tiens, d'ailleurs, à votre avis, quel est le pays qui produit le plus de cacao dans le monde? Bonne réponse. La Côte d'Ivoire. Et c'est pas le meilleur, hein, parce que c'est 90% de la production part aux industriels. C'est terrible. Hein. Donc, premier producteur au monde, Côte d'Ivoire. Le souci, c'est que comme ils doivent beaucoup produire, toutes les étapes, fermentation, séchage, torréfaction, on va très vite. Des fois, à la torréfaction, les feuilles sont brûlées. Et
Et bien du coup, il faut qu'ils ajoutent plein de choses pour que ça soit bon. C'est dommage. C'est pour ça qu'après, les tablettes, il y a des lignes et des lignes qu'on en achète dans le supermarché. Voilà. C'est comme ça. Et puis il y a aussi toutes ces étapes, je l'ai dit, qui sont importantes. Et on a parlé de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi un pays qui commence à émerger, un pays d'Asie, qu'on commence à trouver un petit peu sur les étapes des chocolatiers, à votre avis. Il connaît tout cet homme. Bon, je vous en souviens du chocolat, je suis obligé, mais... Alors, on n'a pas trop entendu, à votre avis, quel pays d'Asie fournit maintenant votre réponse? C'est ça, exactement. Très bonne réponse. C'est le Vietnam. Hop. Alors ça c'est de la... Vous pouvez faire des gâteaux avec, hein, aussi c'est de la couverture. Faire des gâteaux. Alors, on peut faire comme ondulé, ça peut faire un chocolat au lait aussi, hein. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Les deux dames qui m'ont répondu là-bas. Voilà, on fait des petits cadeaux, comme je fais là. Bon, ça va, ça se passe bien? On est bien là. Ça change d'air, hein, ça fait du bien. Hein. Bon. Ils n'ont pas trop mangé, ils ont faim, et ben là il ne faut pas trop très vite. Tiens, une petite information, est-ce que vous connaissez Sao Tomé? Peut-être, c'est la première fois que vous entendez parler de Sao Tomé. Vous connaissez ou pas? Vous connaissez ou pas? Non? Alors, Sao Tomé, c'est Sao Tomé et Principe. Donc, ce sont deux îles où 100% de l'économie locale, c'est le cacao. Donc je peux vous dire que sur place, les agriculteurs, ils ont vraiment envie de faire un bon produit. Et donc c'est vrai que c'est, on va dire, on peut appeler ça un grand cru, comme le vin. Et si vous goûtez, vous pourrez. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si on doit goûter des grands crus de chocolat, ça sera toujours sous forme de tablette. Parce qu'un bon chocolat, s'il y a... d'autres éléments, comme ils sont en train de faire, les trucs, etc. Aucun intérêt d'avoir un pur origine. Okay. Donc Sao Tomé, on parle le portugais, et c'est pour vous donner un petit peu où ça se situe, c'est un peu en face du Sénégal. Voilà. Et donc 100% de la production, de l'économie locale, on appelle d'ailleurs l'île chocolat. Et si un jour, je ne sais pas si vous avez envie de voyager, envie de découvrir et de voir comment les agriculteurs, producteurs de cacao travaillent, c'est une jolie destination. Voilà. Alors, Sao Tomé, c'est une belle destination. Il y en a une qui est très sympathique aussi. Alors, ce qui est de bien, en plus, sur le salon, c'est que vous allez avoir un billet d'avion pas très cher, hein, parce que vous allez justement voyager d'un pays à un autre. Et un chocolat aussi qui est particulièrement original et qui est très très bon. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les pourcentages c'est pas très important. Quand on va goûter un 60%, par exemple, voilà, Sao Tomé, un 60% Madagascar, ça n'a pas du tout le même goût. Même la pistole, certaines sont assez foncées. Madagascar, on a l'impression que c'est un chocolat au lait. Voilà, tout ça parce que le cacao là-bas est beaucoup plus clair. Les conditions climatiques sont différentes et c'est un des rares pays où le cacaoyer, on peut dire les deux, un cacaoyer ou cacaotier, n'a jamais eu de maladie. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire de traitement.
ce qui est le cas malheureusement en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Et à Madagascar, avec, on va dire, tout ce qui se passe dans l'année en termes de climat, il fait chaud, il y a des périodes comme la mousson, hein, donc voilà, cette période-là, ben, il pleut beaucoup, et donc l'eau elle ravine, il y a le niveau de la terre qui se met en place, il y a des minéraux qui se mettent en place, et donc là aussi, donc, du coup, on a un produit qui est assez exceptionnel, voilà. Donc d'origine à Madagascar, mais après, c'est pas forcément mon avis personnel de dire que c'est le meilleur. Mais ça, c'est vous qui allez vous faire votre propre appréciation. Parce que, voilà, ici, vous allez me dire, bah, je préfère le cours Saint-Vincent comme le vin. Ah, moi non, je préfère le Terre des Templiers. Voilà. Et la démarche est la même pour le chocolat. Alors, on en est où? Et surtout, on a faim, chef. Bon, c'est l'heure du goûter, t'en penses quoi? Ça va arriver, donc les trucs sont en train de terminer à être coupés pour que tout le monde puisse les goûter. En parallèle, Émilie est en train de faire la finition des rinettes. Donc là, elle va appliquer la couverture lait, puis après varier en noir. Et c'est exactement la même compétence que pour réaliser un millefeuille, feuilletage, crème pâtissière et fondant. Donc là, vous voyez en direct, c'est en train de faire. Super. Voilà, donc c'est très intéressant, hein, le métier de chocolatier. Alors peut-être, je sais pas, autour de vous, il y a peut-être des jeunes, des ados qui se cherchent un peu, ils ne savent pas trop faire quel métier. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça faisait partie des métiers. Petit n'est pas allé à l'école, on va mettre entre guillemets votre garage, alors que c'est un métier passionnant. Qui peut vous faire voyager aussi. Hein. Je veux dire, la gastronomie française se vend très bien à l'export. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont installés aux quatre coins du monde, qui sont, je veux dire, très bien dans leur vie et qui font briller justement la France au travers de leur savoir-faire. Tu es d'accord? Carrément, tout à fait. Je pousse de plus en plus les apprentis à déjà changer d'entreprise, ne pas rester tout au long de leur formation dans la même entreprise, sans dire que l'entreprise n'est pas bonne. Et chaque entreprise va former l'ouvrier ou l'apprenti selon, on va dire, leur fabrication. C'est pas forcément comme ça que le métier est tout le temps, et surtout pas comme ça que tous les pays travaillent. Donc j'incite les apprentis à aller voir d'autres entreprises, d'autres régions, d'autres pays, et de découvrir toute la culture, de développer leur goût, leur palais, pour essayer de trouver, on va dire, des produits qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Très bien, et puis surtout développer leur créativité, hein, de se dire, tiens, moi j'aimerais bien faire un assemblage avec ce fruit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une infusion? Est-ce que je fais une compotée? Est-ce que je fais... voilà, il y a tellement de techniques différentes. Est-ce que je fais un insert? Est-ce que plutôt je vais le mélanger carrément au chocolat? Enfin, je ne vais pas tout citer, mais... Je dis souvent aux apprentis, souvent pour la chocolaterie, la compétence principale à maîtriser, c'est la mise au point. Après, je leur dis, du moment que la mise au point est maîtrisée, les seules limites qu'ils auront, ce sont celles que eux s'imposeront. Et du moment qu'on a ces compétences-là, après, c'est juste leur ouverture d'esprit qui font des professionnels plus ou moins évolués. Et comme dit, chaque pays, chaque région, leur saveur, leur spécialité, leur culture. Et c'est à nous, en tant que professionnels, d'aller les découvrir, pour après les accaparer et après les transmettre à travers justement des créations, des nouvelles textures, des nouvelles saveurs qu'on n'est pas habitué à goûter dans notre pays. On est bien d'accord. On peut les applaudir, les gars, s'il vous plaît. Le CFM Nicolas Albano. 2 petites secondes, et puis voilà, on va venir jusqu'à vous pour faire cette petite dégustation. Alors on va continuer après, hein. On a un chef qui vient d'un restaurant de Béziers, et si ça vous dit, vous pouvez rester là, suivre la formation. S'il y a des personnes qui sont derrière, pourront peut-être s'asseoir aussi. Enfin, c'est bon, c'est comme vous voulez. Ici, c'est, on va dire, un petit peu comme à la maison. On est très heureux de vous accueillir, et j'espère que, voilà, que les informations qu'on vous a fait, qu'on vous a partagées, eh bien, voilà, ça vous permettra vous aussi de faire votre propre
va dire, analyse et recherche hein, sur les chocolatiers qui sont présents. Je vous remercie. Et donc, dans quelques petites minutes, on enchaîne avec un chef qui vient du restaurant chez Max à Béziers. J'ai eu le plaisir d'être à côté, on va dire, d'un triple champion du monde confiturier sur d'autres salons. Il s'appelait, lui, il est dans les étoiles avec d'autres chefs. Il s'appelait Francis Bio. Et c'était donc un confiturier qui avait une technique pour faire des confitures en 15 minutes. Et je vous explique ou pas? Enfin, j'entends pas. Si vous voulez. Ah bon. Alors sa première démarche, la veille de faire ses confitures, il achète un citron bio qu'il va mettre au congélateur. Première étape. Il achète ses fruits avec, on va prendre par exemple 1 kg. Sur 1 kg, il va avoir au moins 300 g de fruits, 300-350 g de fruits, quasiment verts, pas trop mûrs. Alors pour quelle raison? Parce que les fruits qui ne sont pas trop mûrs, ils sont pleins de pectine. Le citron, congelé, décongelé, il est plein de pectine. Ah, on en apprend des choses. Hein. Ah. Donc sa technique c'était quoi? De faire comme une meringue italienne, de faire un sucre cuit dans un cul de poule. Donc on coupe les fruits en brumoise, on met son citron qui a été décongelé dans son sucre cuit. Alors la température je ne m'en rappelle plus, hein, mais vous pouvez regarder sur internet. Et on met sa brumoise de fruits à l'intérieur. Et au bout de 15 minutes, les fruits, comme ils sont coupés en petits dés, ils sont cuits. On va garder toute la saveur des fruits, vu que c'est fait rapidement. Au lieu de faire des confitures qu'on fait cuire pendant des heures, ça sert à rien. Enfin, parce que je donne cette technique. Et à la fin, quand tu faisais une démonstration par exemple d'un fruit, il faisait souvent des démos avec, pour faire voir que ça prenait bien, avec des myrtilles sauvages. Alors lui, dans son jargon, c'était des fruits qu'on appelle des glisseuses, parce que c'est des fruits qui sont très liquides. Et une fois qu'il prenait donc dans son cul de poule ces fruits qu'il mettait dans son pot, il attendait, il les mettait un petit peu au frais, il retournait, et ça ne bougeait pas, parce que c'était déjà pris avec la pectine et des fruits pas trop mûrs et du citron. C'est extraordinaire. Voilà, donc c'était pour vous faire partager cette petite technique que faisait Francis Liu, triple champion du monde confiturier, c'est un personnage adorable, et qui expliquait l'expression, parce qu'il venait de Pau, comment faire les choses rapidement, parce qu'à l'époque d'Henri IV, quand Henri est né, mes parents sont venus devant la foule, Henri est né en 2 coups, de cul, hier, il est arrivé très vite. Voilà, c'est l'expression apparemment. Donc voilà, on va accueillir notre chef. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que vous avez aimé le chocolat des apprentis? C'était bon? Super, très bien. Allez, ça se met en place, on va enchaîner dans quelques instants avec notre chef. Allez.